Bonjour, bonjour, c'est Robin du podcast de l'externe et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un item de médecine, non de maladies métaboliques plutôt, endocrino, ça fait intervenir aussi un petit peu de néphrologie pour ce chapitre et c'est l'item 268 sur l'hypercalcémie. Voilà, un petit chapitre aujourd'hui je pense, ça va pas nous prendre trop longtemps, donc voilà, ça calmera un peu le rythme on va dire. Allez, donc on va commencer sans plus tarder par connaître un peu les normes de la calcémie totale et de la calcémie ionisée. Ça, c'est les deux valeurs dont on se sert le plus. Alors la calcémie totale, elle va comprendre une fraction qui est liée à l'albumine et une fraction ionisée, du coup, qui représente à peu près 55% de la calcémie totale. Seule la fraction ionisée est la forme régulée dans l'organisme, donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser particulièrement à elle. La calcémie totale normale, elle va être comprise entre 2,20 et 2,60 mmol par litre. La calcémie ionisée normale, si vous avez bien suivi, c'est à peu près la moitié. Donc elle va être comprise entre 1,15 et 1,30 mmol par litre. Voilà, donc un tout petit peu plus que la moitié de 2,20, parce que c'est 55%, donc c'est pour ça qu'on est à 1,15, ce qui ferait 2,30 x 2. Donc voilà, 1,15 et 1,30 qui correspond pour le coup à deux fois la norme haute de la calcémie totale qui est à 2,60. Donc calcémie totale normale 2,20 et 2,60 la fourchette et calcémie ionisée normale entre 1,15 et 1,30. Voilà, retenez globalement 50% de la calcémie totale. La calcémie totale, elle varie dans le même sens que l'albuminémie, c'est-à-dire qu'on aura une hypocalcémie si on a une hypoalbuminémie, et on aura une hypercalcémie totale en cas d'hyperalbuminémie, parce que ça représente quasiment 50% de la fraction liée à l'albumine. Donc voilà, ça a un gros impact là-dessus. Devant toute anomalie du calcium total, il faut confirmer qu'elle s'accompagne bien d'une variation du calcium ionisé, donc d'une anomalie du métabolisme du calcium et pas de l'albumine. Donc pour confirmer ceci, ça peut se faire soit directement par la mesure directe du calcium ionisé, donc c'est le Ca2+, 2+, parce qu'il y a deux ions, donc c'est pour ça que voilà, on parle du calcium ionisé. Et ça peut aussi se faire par calcul de la calcémie totale corrigée. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est la calcémie totale mesurée, donc en millimol par litre, entre 2,20 et 2,60, comme on l'a dit, plus la formule, c'est 40 moins l'albuminémie, en grammes par litre, et cette valeur-là, 40 moins l'albuminémie en grammes par litre, qu'on multiplie par 0,025. Voilà, donc ça c'est la calcémie totale corrigée. C'est-à-dire qu'on s'affranchit un peu de la valeur de l'albuminémie pour avoir la calcémie totale corrigée. Donc c'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte la valeur de l'albuminémie. Alors, on va voir maintenant comment on identifie une hypercalcémie, un peu les symptômes principaux qui sont associés, etc. Donc l'hypercalcémie, elle est définie par une calcémie totale qui est supérieure à 2,60 ou par une calcémie ionisée supérieure à 1,30 mmol par litre. Toute hypercalcémie totale doit être confirmée par le dosage de la calcémie ionisée et ou le calcul de la calcémie totale corrigée, avec la formule que je viens de vous citer. Les signes de l'hypercalcémie aiguë. Donc déjà, premièrement, ça va être digestif. Le patient aura une anorexie, des nausées, des vomissements et parfois de rares poussées de pancréatite aiguë, en cas d'hypercalcémie aiguë. Ensuite, on aura des signes aussi neuropsychiques. Donc ça va entraîner une asthénie, des déficits cognitifs et des troubles de l'humeur, de la confusion, des épisodes hallucinatoires ou psychotiques. Et si on a une hypercalcémie sévère, ça peut même aller jusqu'au coma. Ensuite, on aura des signes rénaux de l'hypercalcémie aiguë. Donc on aura un syndrome polyuropolydipsique par diabète insipide néphrogénique, parce qu'on aura une baisse de la sensibilité à l'ADH, à l'hormone antidiurétique. Et on aura également une déshydratation extracellulaire par la perte de NaCl, de chlorure de sodium, qui peut parfois se compliquer du coup d'insuffisance rénale fonctionnelle sur la déshydratation.
Voilà pour les signes rénaux de l'hypercalcémie aiguë. Et ensuite, on a des signes cardiologiques. Et donc là, on aura un raccourcissement du QT sur le CG. Et si on a une hypercalcémie maligne, comme on l'appelle, il y aura des troubles du rythme avec un risque de tachycardie ventriculaire ou au contraire de bradycardie sévère. Donc troubles du rythme globalement avec l'hypercalcémie aiguë. Alors on va voir maintenant les principaux mécanismes des hypercalcémies. Donc là, l'hypercalcémie, elle survient lorsque l'entrée de calcium dans la circulation, donc qui se fait par absorption digestive, et sortie de calcium de l'os. Donc quand on a beaucoup d'os qui se dégradent, on a beaucoup de calcium qui est libéré et qui va pouvoir être absorbé dans l'appareil digestif. Donc cette entrée de calcium dans la circulation, lorsqu'elle dépasse les sorties urinaires, eh bien ça peut provoquer une hypercalcémie. Et ça va aussi, c'est que lorsque ça dépasse aussi les entrées de calcium dans l'os. Alors attendez, il y a Suzette qui réclame de sortir, donc je vais lui ouvrir. Allez, va prendre l'air. Allez, sors. Voilà, j'arrive. Allez, elle veut sortir, après elle me fait galérer 10 secondes devant. Bon, bref. Donc, voilà où j'en étais. Donc, l'hypercalcémie, elle survient lorsque l'entrée de calcium dans la circulation sanguine dépasse les sorties urinaires et les entrées de calcium dans l'os. Parce que voilà, lorsqu'on a une sortie de calcium de l'os, ça va augmenter le calcium dans le sang. Donc, ça fait une hypercalcémie, puisque hypercalcémie, c'est le calcium dans le sang. Et par contre, quand on a des entrées de calcium dans l'os, ça va diminuer la calcémie, tout simplement. L'hypercalcémie, elle peut être en lien avec une perte osseuse de calcium par résorption excessive, donc comme on vient de le dire. Ça peut être en lien aussi avec une entrée digestive de calcium qui est augmentée, c'est-à-dire que l'appareil digestif absorbe plus de calcium. Et ça peut être aussi en lien, l'hypercalcémie, avec une diminution des sorties rénales de calcium, c'est-à-dire qu'il y a moins de calcium qui est évacué dans les urines. Certaines causes d'hypercalcémie vont associer plusieurs mécanismes. Par exemple, l'hypercalcémie osseuse et digestive au cours de l'hyperparathyroïdie primaire va avoir du coup une composante osseuse, donc c'est-à-dire une perte osseuse de calcium, et une augmentation de l'absorption digestive. Et donc ça va faire une hypercalcémie totale. L'hormone principale de la régulation de la calcémie, c'est la parathormone. Sa synthèse, elle est stimulée en cas d'hypocalcémie, donc normal, c'est un rétrocontrôle en fait. Si on a une hypocalcémie, on va augmenter la parathormone qui va augmenter la résorption osseuse pour faire augmenter la calcémie. Et inversement, la synthèse de parathormone va être inhibée en cas d'hypercalcémie par le récepteur sensible du calcium. La vitamine D active, donc le calcitriol, qu'on appelle aussi la 1,25-OH vitamine D3, elle est produite par le rein, qui exprime l'enzyme 1-alpha-hydroxylase, sous le contrôle de la parathormone. Donc c'est-à-dire que plus on a de parathormone, plus on aura de vitamine D active qui sera produite par le rein. Et donc les effets principaux de la vitamine D active, ça va être de moduler l'absorption digestive du calcium, de favoriser la minéralisation osseuse également. Et du coup, grâce à ça, l'action conjuguée de la parathormone et du calcitriol, donc de la vitamine D active, va permettre de maintenir la calcémie ionisée à sa valeur régulée, qu'on le rappelle, qui entre 1,15 et 1,30 mmol par litre. Et alors pour le récepteur sensible du calcium, lui il est présent sur les cellules parathyroïdiennes et également sur les cellules tubulaires rénales, ce qui va permettre directement d'augmenter la calciurie en cas d'hypercalcémie. C'est-à-dire que si on a trop de calcium dans le sang, eh bien, il y aura les récepteurs sensibles du calcium présents sur les cellules du rein qui vont donner ce message-là. Et du coup, il y aura plus de calcium qui sera excrété dans les urines pour faire diminuer la calcémie. Et il est aussi présent sur les cellules parathyroïdiennes, ce récepteur sensible du calcium, comme ça, il va pouvoir moduler la sécrétion de la parathormone, du coup de la PTH, qui elle-même
va gérer un petit peu la sécrétion de vitamine D. Donc voilà, c'est pour ça que tout est en lien dans la régulation du calcium, de la calcémie. Donc voilà, on va voir maintenant les principaux signes cliniques associés à l'hypercalcémie, même si on en a un petit peu parlé. Mais il faut savoir que déjà la majorité des hypercalcémies sont asymptomatiques et que l'hypercalcémie est symptomatique que lorsqu'elle est aiguë et importante, c'est-à-dire soit la valeur de la calcémie est très très élevée, soit l'élévation de la calcémie se fait de manière très brutale, de manière très rapide. Et donc là, les signes de l'hypercalcémie aiguë, on les a déjà vus, ça va être les signes digestifs, neuropsychiques, donc asthénie, déficit cognitif, confusion, hallucination et coma dans le cas le plus sévère. Ça va être les signes rénaux, donc syndrome polyuropolydipsique, par baisse de la sensibilité à l'hormone antidiurétique, donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup uriner, ne pas concentrer les urines et du coup beaucoup boire pour compenser. Ça c'est le diabète insipide néphrogénique. Voilà. Il y aura une déshydratation et du coup une complication possible d'insuffisance rénale fonctionnelle. Et enfin, les signes de l'hypercalcémie aiguë sont aussi cardiologiques, avec notamment les troubles du rythme, tachycardie ventriculaire, au contraire bradycardie sévère, raccourcissement du QT. Voilà, et les signes cliniques de l'hypercalcémie chronique, cette fois-ci, et non pas aiguë, ça va être que la traduction des dépôts périphériques de calcium, c'est-à-dire que dans le rein, on pourra avoir des lithiases calciques ou une néphrocalcinose, donc une sorte de calcification du rein, et ça peut être plus ou moins compliqué d'insuffisance rénale chronique. Voilà. Et il y aura aussi des dépôts valvulaires et ou coronaires de calcium, et donc ce qui va potentiellement provoquer des syndromes coronariens aigus tout simplement, ou des valvulopathies, notamment les insuffisances valvulaires. On a fait un chapitre spécifiquement sur les valvulopathies, donc je vous invite à aller le réécouter si jamais vous voulez quelques infos là-dessus. Voilà. Alors maintenant, on va voir les principales anomalies ECG qui sont associées à l'hypercalcémie. Donc on va avoir des signes électriques d'hypercalcémie un petit peu spécifiques. Ça va être déjà le raccourcissement de l'espace QT, ça c'est ce qui est vraiment en premier lieu. On va avoir ensuite une tachycardie sinusale dans un premier temps, des troubles de la repolarisation, donc notamment un sous-décalage du segment ST, et on peut avoir aussi des troubles du rythme ventriculaire. Donc ce n'est pas au niveau sinusal, mais c'est au niveau du ventricule, on pourrait avoir des troubles du rythme ventriculaire. Donc soit tachycardie, soit bradycardie, on l'a vu. Donc là, on a un petit exemple de CG chez une patiente qui a une hypercalcémie à 4,6 mmol par litre, très très élevé, hein, c'est le double de la fourchette haute. Et c'est une patiente qui présente des métastases osseuses d'un cancer du sein. Donc voilà, les métastases osseuses vont faire une résorption osseuse énorme qui vont libérer beaucoup de calcium et donc faire cette hypercalcémie. Et donc là, sur cette CG, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir un espace QT qui est très raccourci, à 259 millisecondes, et un QT corrigé qui est également court, à 339 millisecondes. Bon, ça, de toute façon, je vais vous le mettre sur le post Instagram, comme ça vous pourrez aller voir à quoi ressemble un ECG d'une hypercalcémie. Et puis, comme ça, vous pourrez avoir un peu vous le mettre en tête, quoi. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les examens complémentaires de première intention que l'on va réaliser en fonction du contexte devant une hypercalcémie. Donc déjà, comme on l'a dit en tout début de l'épisode, le diagnostic positif d'hypercalcémie va être évoqué devant une calcémie totale corrigée supérieure à 2,60 mmol par litre ou une calcémie ionisée supérieure à 1,30. Et bien sûr, on peut avoir les deux. Le diagnostic physiopathologique, donc le mécanisme de l'hypercalcémie, va reposer sur les valeurs de la PTH, de la parathormone en premier lieu. Aussi, on va se reposer sur la valeur de la phosphatémie, de la vitamine D active ou le calcitriol, de la 25OH vitamine D3. Donc ça, c'est le cholécalciférol, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas la vitamine D active, il n'y a pas le 1,25, c'est juste le 25OH, la vitamine D3. Et on va aussi s'intéresser à la valeur de la calciurie des 24 heures, donc les émissions de calcium dans les urines pendant 24 heures.
Et devant une hypercalcémie, si on a une PTH basse, donc là c'est inférieur à 10 picogrammes par millilitre, ben, la PTH basse va définir un mécanisme extra-parathyroïdien, donc plutôt osseux en particulier. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la PTH est adaptée à l'hypercalcémie. Comme on l'a dit, quand il y a une hypercalcémie, il va y avoir un rétrocontrôle négatif sur la PTH, ou inversement, si on a une hypocalcémie, on aura un rétrocontrôle positif sur la PTH. En gros, plus on a de PTH, plus le calcium va augmenter dans le sang. Donc si on a une hypercalcémie, donc beaucoup de calcium dans le sang, et qu'on a une PTH basse, ça veut dire que c'est adapté, donc ça veut dire que ça ne vient pas de la parathyroïde, de la glande parathyroïde, donc c'est plutôt un mécanisme osseux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de résorption osseuse. Par contre, si on a une hypercalcémie et qu'on a une PTH qui est normale ou élevée, donc ben là ce ne sera pas adapté, et qu'en plus on a une hypophosphatémie, donc une diminution du phosphate sanguin, ça va signer une hyperparathyroïdie primaire, donc voilà une sécrétion anormale d'hormones parathyroïdes, de parathormones en fait par la glande parathyroïde. Et donc là, on va avoir un arbre diagnostique visiblement qui va arriver un peu après, je pense, parce que là ils en parlent mais je ne l'ai pas sous les yeux. Donc à partir des résultats des examens de première intention, tous ces résultats sont présentés dans un tableau qui permet de faire la démarche diagnostique grosso modo. Donc si il n'y est pas dans l'item, parce que là je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pu le caler, je le chercherai, je le mettrai dans le post Instagram. Donc le diagnostic de retentissement ensuite, donc de voir un peu les conséquences de cette hypercalcémie. Ça va être, on va faire une créatininémie pour évaluer l'altération de la fonction rénale. Ensuite on va faire un ECG bien sûr, devant toute découverte d'hypercalcémie. Et donc là on va avoir un petit résumé des examens complémentaires de première intention qui sont à réaliser devant une hypercalcémie. Donc sur la prise de sang on aura la calcémie totale, la calcémie ionisée, et l'albuminémie pour pouvoir faire le calcul de la calcémie corrigée. Et ces trois valeurs, donc calcémie totale, ionisée et albuminémie, permettent de faire le diagnostic positif de l'hypercalcémie. Donc ça c'est la base à doser sur la prise de sang. Ensuite on va faire une créatininémie pour évaluer le retentissement rénal, un ECG pour le retentissement cardiaque. Pour faire le diagnostic mécanistique donc de la physiopathologie, on va faire la PTH, la phosphatémie, le calcitriol et la calciurie des 24 heures. Et enfin, on pourra faire des examens complémentaires à visée étiologique, mais ça sera plutôt en deuxième intention et à l'issue du diagnostic mécanistique qui se fait avec tout l'axe un petit peu PTH, donc PTH phosphate, calcitriol et calciurie des 24 heures. Voilà, ça c'est le rappel de tous les examens complémentaires de première intention devant l'hypercalcémie. Voilà, donc maintenant on va voir les principaux examens complémentaires qui sont utiles au diagnostic étiologique des hypercalcémies en fonction du bilan initial. Donc là, les examens nécessaires à l'identification de la cause, donc pour le diagnostic étiologique, doivent faire suite au diagnostic mécanistique, donc PTH, etc., afin de restreindre un peu le champ des investigations. Si on a une forme extra-parathyroïdienne avec une hypercalciurie, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose d'adapté. On a une calcémie qui est élevée, donc on a une diminution de la PTH, et on a une augmentation de l'excrétion rénale, donc dans les urines, du calcium. Donc ça, on est dans le cadre un peu normal, le corps réagit normalement. Donc dans cette forme-là, le dosage du calcitriol va être déterminant pour orienter la suite des examens. Si on a un calcitriol qui est très élevé, et en fonction du contexte, donc on va pouvoir faire une VS, une CRP pour voir s'il n'y a pas de syndrome inflammatoire, une radio de thorax aussi en première intention, et en deuxième intention, on pourra faire une fibroscopie bronchique, un lavage broncho-alvéolaire, voire un TEP scan, pour rechercher, pour orienter vers un cancer, principalement un cancer pulmonaire qui peut donner des métastases osseuses par exemple. Et après aussi, en fonction du contexte, on peut rechercher des infections avec granulomes, lymphomes, etc.
Ça, c'est si on a une hypercalcitriolémie, donc une vitamine D active qui est élevée. Si on n'a pas de vitamine D élevée, donc là, on pourra faire une électrophorèse des protéines, une immunofixation, un dosage de la vitamine A, un bilan thyroïdien, des CPK, un scanner thoraco-abdominopelvien, une scintille osseuse, voire un TEP scan là aussi, un immunophénotypage lymphocytaire, bon voilà, plein de dosages plutôt sur le plan immunologique. Et aussi, on va pouvoir faire le dosage de la parathormone RP, donc ça c'est quoi PTH-RP? Je le cherche rapidement. Donc voilà, c'est la parathyroïde hormone relatide protéine. Et donc ça, c'est la protéine, c'est la molécule qui est responsable du syndrome d'hypercalcémie humorale maligne, donc lié aux anticorps du coup. Voilà, ça c'est donc dans cette maladie d'hypercalcémie humorale maligne, il y aura une hypercalcémie du coup, avec une hypophosphatémie et une augmentation de la sécrétion urinaire d'AMP cyclique. Voilà. Bon bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc voilà, donc ça en cas d'hypophosphatémie associée, on peut demander le dosage de PTH-RP pour faire ce diagnostic d'hypercalcémie humorale. Voilà. Alors, la mise en évidence d'anomalies va conduire à des investigations spécifiques de deuxième intention au cas par cas, par exemple le myélogramme si on s'oriente un peu vers un lymphome, etc. Devant une forme parathyroïdienne d'hypercalcémie. Donc là, c'est quand on a une PTH qui est normale ou augmentée alors qu'on a une hypercalcémie. Donc là, il va y avoir 3 dosages qui vont être déterminants. Ça va être la calciurie, voir si le calcium est plus excrété dans les urines ou pas. Donc est-ce que le rein il fait son taf. On va mesurer aussi la phosphatémie et la calcitriolémie. Donc ça va être déterminant pour distinguer le diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire, qui est le plus fréquent. Donc dans ce cas, on aura une hypercalciurie, une hypophosphatémie et une hypercalcitriolémie. Les examens pour confirmer le diagnostic sont détaillés dans la fiche LISA étiologie. Bon, ça je vais voir s'ils en parlent après ou pas, mais bon, sinon on le verra plus tard. Et ensuite, donc, il y a ce diagnostic d'hyperparathyroïdie primaire, et il y a à côté de ça un diagnostic rare de forme génétique d'hypercalcémie hypocalciurique familiale bénigne. Donc on a une hypercalcémie, mais on a une calciurie qui est diminuée, donc ce qui n'est pas normal. Et ça, c'est lié à une mutation du récepteur sensible au calcium, donc celui dont on parlait au début, qui est présent sur les tubules du rein. Et donc cette mutation-là va faire qu'on a une calciurie basse, c'est-à-dire que le rein ne va pas capter qu'il y a un calcium trop élevé dans le sang, et il ne va pas pouvoir augmenter l'excrétion urinaire de calcium. Donc on aura une calciurie basse, une normophosphatémie et une normocalcitriolémie. Donc voilà, il n'y aura pas d'adaptation de toutes les autres molécules pour réguler la calcémie en fait. Donc c'est pour ça qu'on a une hypercalcémie hypocalciurique familiale bénigne, donc ça c'est génétique. Mutation du récepteur sensible au calcium. Allez, maintenant on va voir un petit peu les principales causes des hypercalcémies. Et donc ça marche sous forme d'arbre diagnostique. Sachant que le petit tableau qu'on a, c'est un petit tableau qui rappelle un petit peu toutes les variations des hormones qui sont impliquées dans le métabolisme du calcium. C'est pas vraiment un arbre diagnostique, donc j'essaierai de le trouver quand même, ce sera peut-être plus visuel. Alors, le diagnostic étiologique, donc de la cause, il fait suite au diagnostic mécanistique, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc ce diagnostic mécanistique va nous permettre d'obtenir des valeurs de parathormone, de calciurie, de phosphatémie, de calcitriolémie aussi. Et donc en cas d'hypercalcémie parathyroïdienne, avec hypercalciurie et hypophosphatémie. Donc là, on peut affirmer le diagnostic
d'hyperparathyroïdie primaire. Voilà. Et c'est l'étiologie la plus fréquente de loin, et c'est un diagnostic biologique, c'est-à-dire qu'on pose le diagnostic sur les dosages de ces hormones-là, ou de ces molécules-là en tout cas. Donc voilà, hyperparathyroïdie primaire, on a une hypercalciurie, donc on a les reins qui fonctionnent normalement, ils excrètent plus de calcium pour essayer de faire diminuer le calcium dans le sang, et on a une hypophosphatémie pour diminuer la résorption, pour diminuer la résorption osseuse en fait, et essayer de faire baisser le calcium là aussi. Les caractéristiques principales de l'hyperparathyroïdie primaire, du coup on va y venir un petit peu plus précisément. Ça va survenir préférentiellement chez la femme après 40 ans, et il y aura des complications potentielles au niveau du rein et de l'os. Au niveau du rein, les complications, ça va être des lithiases phosphocalciques, ou même une néphrocalcinose, donc calcification du rein. Et les complications osseuses, ça va être la perte osseuse qui va aboutir à une ostéoporose. Voilà, donc quand on a plus de parathormones, on va venir, on va vouloir augmenter le calcium, de manière générale, de manière physiologique. Lorsqu'on veut plus de calcium dans le sang, la parathormone va augmenter, ce qui va augmenter la résorption osseuse. Et donc, ça va dégrader l'os pour qu'il libère plus de calcium. Donc là, dans ce cas, c'est pathologique parce qu'on a déjà trop de calcium dans le sang. Et en plus, la parathormone va faire en sorte que l'os se dégrade pour en libérer encore plus. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une perte osseuse qui peut aboutir à une ostéoporose. Les natures de la lésion dans l'hyperparathyroïdie primaire, on aura surtout un adénome de l'une des 4 glandes parathyroïdes. Voilà, donc ça c'est ce qu'on aura la plupart du temps. On peut avoir des hyperplasies des glandes parathyroïdes, donc ça c'est plus rare, il faut plutôt penser à des formes génétiques isolées dans ce cas-là. Et on peut aussi avoir une lésion à type de carcinome parathyroïdien. Ça c'est exceptionnel, c'est assez mal toléré. Et dans ce cas, l'hypercalcémie va être vraiment majeure. Donc c'est pas ce qu'il faut retenir en premier. Souvent c'est plutôt lié à un adénome d'une des 4 glandes parathyroïdes. Donc on va faire des examens morphofonctionnels pour aider au diagnostic et localiser les lésions. Donc première intention, on va faire une échographie cervicale et une scintigraphie au MIBI. MIBI, qu'est-ce que c'est ? Scintigraphie, c'est du technétium marqué en fait. Voilà, c'est du technétium 99 qui s'appelle Sestamibi. Je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle Sestamibi, mais je pense que c'est lié à sa composition, à sa formule chimique un petit peu. Voilà, mais bon, c'est du technétium marqué. Il faut retenir ça. Et donc, cette scintigraphie va être faite aussi en première intention avec l'échographie cervicale. En cas de discordance entre les deux, entre l'écho et la scintille, on va pouvoir faire un TEP scan avec de la choline, voilà, pour trancher, en fait. Ça va être utile, ces examens, uniquement si on a une indication d'un traitement chirurgical. Voilà, on va pas s'amuser à faire des scintigraphies et à injecter des produits radioactifs si on n'a pas d'objectif de chirurgie derrière, quoi. Donc voilà, c'est vraiment si on a une indication de traitement chirurgical. Ça peut être d'une aide à la localisation, en cas de traitement chirurgical invasif qui est envisagé. Et voilà. Et donc ensuite, l'hyperparathyroïdie hypercalcémique dans le cadre de l'insuffisance rénale chronique, ça peut être une complication évolutive de l'hyperparathyroïdie secondaire à l'hypocalcémie chronique. Donc là, on parle d'hyperparathyroïdie tertiaire et pas d'hyperparathyroïdie primaire. Et ça, c'est le plus souvent démasqué, cette hyperparathyroïdie hypercalcémique, après la transplantation du rein dans l'insuffisance rénale chronique. Donc voilà, là pour le coup, c'est plutôt quand on a une hypocalcémie chronique qu'on a la parathormone qui augmente. Et donc pour augmenter les sécrétions de parathormone, on va avoir une hyperparathyroïdie qui est secondaire. Et donc ça va être une complication.
Voilà. En cas d'hypercalcémie extra-parathyroïdienne, donc dans le cas où on a une PTH basse cette fois-ci. Donc là, on va distinguer les formes osseuses, dont on a parlé, et aussi les formes digestives. Il y aura aussi les formes rénales, mais ça, c'est vraiment lié aux médicaments, juste. Donc, les formes osseuses, ça va être associé à une hypercalciurie importante, c'est-à-dire que le rein fera le taf pour essayer d'éliminer au maximum le calcium. Ça peut être soit dans le cadre de métastases osseuses. Donc là, il y a 5 cancers qui donnent des métastases osseuses. On a fait le cancer on a fait l'item des tumeurs osseuses, donc ça tombe bien. Ça va être, si vous vous rappelez bien, le sein, le poumon, le rein, la thyroïde et le cancer des testicules. Ça peut être les métastases osseuses qui vont faire ces formes-là d'hypercalcémie extra-parathyroïdienne du coup. Ça peut être aussi un myélome multiple qui va beaucoup toucher les os ou un lymphome. Ça peut être une hyperthyroïdie qui va donner ces formes d'hypercalcémie extra-parathyroïdienne. Ça peut être une intoxication à la vitamine A, donc dans le cadre de la prise de vitamine A ou d'acide rétinoïque. Et aussi en cas d'immobilisation prolongée, notamment dans les AVP ou les grossesses compliquées. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a une immobilisation prolongée, on a une résorption osseuse, puisque le corps, lui, il s'en fout d'avoir une masse osseuse stable. Donc, si on ne le sollicite pas par l'activité physique et l'activité musculaire, qui aura des contraintes sur l'os, eh bien, il y aura une résorption, parce que lui, son objectif, c'est d'économiser de l'énergie, donc il ne va pas aller produire de l'os, et voilà, envoyer de l'énergie pour faire fonctionner l'os, si jamais il n'en a pas besoin. Donc dans les immobilisations prolongées, il y aura une résorption osseuse et donc une augmentation de la calcémie. Ensuite, les formes digestives. Donc ça peut être aussi la cause d'hypercalcémie extra-parathyroïdienne. Là aussi, ça sera associé à une hypercalciurie parce que c'est pas le rein qui est en cause, donc le rein va bien faire son taf, il va essayer d'excréter au maximum le calcium, donc on aura une hypercalciurie. Et donc là, les formes digestives, ça va être l'intoxication à la vitamine D native. Ça peut être aussi une intoxication à la vitamine D active, voilà, donc le calcitriol. Ça peut être l'augmentation de la production de calcitriol en dehors du rein, notamment dans le granulome, qui peut produire du calcitriol. La sarcoïdose va aussi donner des formes digestives, la tuberculose, le lymphome hodgkinien ou non hodgkinien, et l'acromégalie. Voilà, l'acromégalie peut aussi donner une hypercalcémie extra-parathyroïdienne liée à une forme digestive. Et ensuite, on va avoir les formes rénales. Donc là, la calciurie, elle sera augmentée ou pas selon vous ? Et oui, voilà, tu as bien raison, elle sera normale ou basse. Pourquoi ? Parce que c'est le rein qui est touché et donc lui ne va pas pouvoir faire son taf d'excréter normalement le calcium. D'augmenter en tout cas l'excrétion de calcium. Donc là, c'est souvent dans le cas de la prise de diurétiques thiazidiques ou apparentés qui vont pas laisser le temps au rein de filtrer le calcium pour l'excréter dans les urines. Donc voilà, on n'aura pas de régulation par le rein du calcium. Et enfin, on peut avoir l'hypercalcémie humorale maligne. Donc là, on en a un petit peu parlé dans le cas de la PTH-RP. Donc ça, c'est un syndrome paranéoplasique, cette hypercalcémie humorale maligne. C'est pour ça qu'on a maligne dans le terme. Et donc ça, c'est lié à la production de la substance PTH-like. Donc c'est la PTH-RP, relatide peptide, PTH relatide peptide. Donc c'est juste une molécule associée un petit peu à la PTH, qui ressemble en tout cas. Et ça, c'est dans le cas de carcinome à petites cellules notamment. Et donc là, le tableau, ce sera une hyperparathyroïdie primaire, mais avec une PTH basse et sans hypercalcitriolémie. Voilà, donc on aura la PTH basse, donc on est toujours dans le cadre d'hyperparathyroïdie non parathyroïdienne, donc extra-parathyroïdienne. Mais voilà, il n'y aura pas d'hypercalcitriolémie et ça ressemblera plus à une hyperparathyroïdie primaire. Et enfin, il y a des formes plus rares d'hypercalcémie. Donc là, ça va être l'intoxication au calcium, voilà, qui s'appelle le syndrome des buveurs de lait. Donc, c'est-à-dire que tu as trop d'apport de calcium.
à tel point que ton corps peut plus le réguler, donc ça augmente dans le sang. Et aussi dans les corrections de rhabdomyolyse, on peut avoir cette augmentation de calcium. Et donc là, la démarche diagnostique se fait à partir des résultats des examens de première intention. Donc on les rappelle, c'est le calcium total, le calcium ionisé, la PTH, la vitamine D, le calcitriol et la calciurie. Et donc ça, c'est tout repris dans le tableau ci-dessous. Donc là, en fait, en fonction des valeurs de chaque dosage, on va pouvoir avoir l'étiologie et le diagnostic lié à ça, tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant à avoir sous les yeux. C'est très compliqué à retenir comme ça de base, mais voilà, vous pourrez enregistrer le post Insta, comme ça vous pourrez l'avoir rapidement sous les yeux. Et enfin, on va terminer par le traitement, les principes en tout cas du traitement des hypercalcémies sévères, et ensuite on va finir ce chapitre, qui aura fait mine de rien presque 40 minutes, donc c'est pas mal. Et donc là, comment on va traiter la crise aiguë hypercalcémique ? Donc la crise aiguë hypercalcémique, c'est quand on a une calcémie corrigée qui est supérieure à 3,5 mmol par litre. C'est une urgence thérapeutique, surtout liée aux troubles du rythme cardiaque. Ça va nécessiter donc un traitement symptomatique en première intention, puis ensuite, secondairement, on va avoir besoin d'un traitement de la cause. Ça peut être soit l'arrêt d'un traitement, si c'était une hypercalcémie iatrogène, ça peut être le traitement d'un cancer, d'une affection endocrinienne, l'exérèse d'un adénome parathyroïdien par exemple, si on avait une parathyroïdie primaire, et ça peut être aussi une remobilisation si on avait une immobilisation tout simplement. Et le traitement symptomatique de l'hypercalcémie sévère, donc celui de première intention, ça va être une perfusion de soluté salée isotonique en 9 pour 1000. Donc ça, c'est la correction des désordres électrolytiques. C'est ça, je pense, c'est la correction de DEC. Bon, ça a un effet hypercalciuriant, donc ça va augmenter l'excrétion rénale de calcium. Il y a l'expansion volémique. Donc en fait, c'est surtout lié à l'expansion volémique que le rein va excréter plus de calcium. On va faire aussi un traitement anti-résorptif par biphosphonate injectable, parce qu'il y a souvent une participation osseuse dans l'hypercalcémie. Donc voilà, ça c'est le traitement un peu qu'on donne aux femmes qui ont de l'ostéoporose. On va leur donner des bisphosphonates qui vont limiter la résorption osseuse, et donc qui vont garder le calcium dans l'os pour éviter que ça parte dans le sang. Globalement, c'est ça. La dose, elle va dépendre de la sévérité de l'hypercalcémie et de la fonction rénale, bien sûr. On va ensuite arrêter les traitements inducteurs, ça va être le calcium et la vitamine D, ça normal. Les thiazidiques, qui vont entraîner qui vont bloquer l'excrétion rénale de calcium, donc qui vont participer à l'hypercalcémie comme ça. Et après aussi le lithium et les digitaliques qui vont pouvoir faire une hypercalcémie iatrogène. Ensuite, on peut donner des corticoïdes quand on a une hypercalcitriolémie, donc une augmentation de la dose de vitamine D active. Ça peut se faire dans le cadre d'une granulomatose, d'un lymphome ou d'un myélome. Voilà, donc là, on va donner des corticoïdes dans ce cas-là. Et après, si les traitements préalables, donc ceux qu'on a cités, sont inefficaces, on va pouvoir faire une dialyse, tout simplement, avec un bain de dialyse pauvre en calcium, pour qu'en fait, les échanges se fassent naturellement. Si on fait un bain de dialyse pauvre en calcium, pour qu'il y ait un équilibre entre les deux secteurs, entre le sang du patient et le bain de dialyse, le calcium du sang du patient va passer dans le bain de dialyse pour équilibrer les concentrations en calcium. Donc voilà, c'est le principe de la dialyse, et dans ce cas-là, on va pouvoir en dernier recours faire diminuer la calcémie. Voilà pour ce chapitre-là, qui n'est pas des plus simples franchement, mais j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. En tout cas, je vais essayer de mettre du contenu dans le post Instagram, des arbres diagnostiques dont ils parlaient, etc., et qu'ils n'ont pas mis dans l'item Lisa, dans la fiche Lisa. En tout cas, donc j'essaie de vous trouver ça. Et puis nous, on se dit à vendredi pour le prochain épisode. Et d'ici là, révisez bien, prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir, et puis ciao ciao.